La neige, chapitre 2. Les régimes nivométriques. Le régime nivométrique et ses facteurs. Les climatologues appellent régime d'un élément de climat la variation saisonnière normale de cet élément. On fait souvent remarquer qu'un certain nombre de conventions, toutes gratuites, entraînent dans la méthode d'étude usuelle des régimes, méthode qui consiste à confronter des moyennes établies pour chacun des 12 mois de l'année. Une étude plus précise devrait tenir compte par exemple de l'inégale longueur du mois. D'autre part, des moyennes arithmétiques se trouvent pour les phénomènes à grande variabilité, trop affectés par les valeurs extrêmes, et il serait sans nul doute ici préférable de pouvoir y substituer des médianes. Mais outre que nous pouvons, dans le cadre de ce travail, nous étendre sur des aspects méthodologiques de la question, la pauvreté de notre documentation nous obligerait, en tout état de cause, à recourir aux moyennes pour brosser un tableau des régimes nivométriques dans le cadre mondial. La technique la moins mauvaise consiste à établir pour chacun des mois de l'hiver la moyenne des précipitations totales et, dans la même unité, celle de la lame de fusion. Cette dernière valeur définit le mieux le régime nivométrique proprement dit. On peut, à défaut, fonder des régimes sur les hauteurs de neige mensuelles. Les deux courbes, toutefois, ne se superposent pas car la densité de la neige est toujours un peu plus faible en hiver qu'au printemps. Tandis que la comparaison des deux montre comment varie d'un mois à un autre le coefficient nivométrique moyen, Tandis que la comparaison des deux montre comment varie d'un mois à l'autre le coefficient nivométrique moyen. Si le coefficient nivométrique moyen menstruel était une fonction uniforme des températures moyennes, un calcul simple permettrait de déterminer, à une variable aléatoire près, la quantité de neige tombant en moyenne chaque mois, en fonction des précipitations totales et de la température moyenne de ce mois. L'analyse d'un régime nivométrique reviendrait dès lors à dissocier pour chaque mois, dans l'abondance moyenne plus ou moins grande de la neige, les effets d'un facteur précipitation et d'un facteur température. Les choses ne se présentent malheureusement pas avec cette simplicité. On constate en effet, dans la grande majorité des cas, que la neige continue de tomber en abondance au printemps et au cours de mois dont les températures moyennes sont déjà très supérieures à la température moyenne du premier mois neigeux de l'automne. Il y a là un fait lourd de conséquences, et il n'y a pas, à notre connaissance, fait encore l'objet d'une étude systématique. L'observation montre que la neige n'est déjà plus un fait réellement exceptionnel. Là où 2 mois ont les températures moyennes inférieures à plus 7 degrés. Dans les régions océaniques, il faudrait descendre à des moyennes mensuelles sous l'ordre de 5 degrés. Si la saison froide s'accuse davantage, la moitié des précipitations vient à tomber sous forme de neige au cours du premier mois de température moyenne inférieure à 0. Dès lors, la neige reste en général à la forme dominante des précipitations, coefficient nivométrique supérieur à 0,5. Jusqu'à ce que le réchauffement printanier ramène la température à une valeur T plus grand que 0. Empiriquement, on reconnaît que T est égal en degrés centigrades à la moitié du nombre de mois pendant lesquels les températures moyennes étaient restées négatives. Pour une station alpine ayant 5 moyennes mensuelles négatives, la neige deviendra ainsi la forme dominante de précipitation au cours du premier des 5 mois à température négative. Elle restera jusqu'au premier mois dont la température dépassera 5 deuxièmes est égal 2 degrés 5. De 2 degrés jusqu'à 5 degrés. En cas de froids encore plus accentués, les précipitations peuvent finir par tomber sous forme exclusivement neigeuse pendant la période
une période plus ou moins longue de l'année. La totalité des précipitations tombe ainsi en général sous forme de neige dès le premier mois, dont la température moyenne s'abaisse et en dessous de 6 degrés, dont la température de la neige s'abaisse en dessous de moins 6 degrés. Et la neige reste en général dès lors la forme quasi exclusive des précipitations, coefficient niveaumétrique très voisin de l'unité. Jusqu'à ce que la température moyenne d'un mois remonte à une valeur T, plus grand que moins 6 degrés, empiriquement, on peut poser T égale moins 6 plus B degrés. B étant égal ou inférieur d'une unité au nombre de mois pendant lesquels les températures moyennes étaient restées inférieures à 6 degrés. Du coup, là, pour explication, c'est un truc qui permet de calculer combien de mois ça reste à neiger à partir de la température de base. Pour une station dont 3 moyennes mensuelles sont inférieures à moins 6 degrés, la neige sera ainsi la forme exclusive des précipitations depuis le premier mois de température moyenne inférieure à moins 6 degrés. Jusqu'à ce qu'une moyenne mensuelle s'élève à nouveau à moins 6 degrés plus 3 est égal moins 3 ou moins 6 plus 2 est égal moins 4. Il ne s'agit là, répétons-le, que de règles empiriques issues de l'expérience alpestre. D'une étude plus approfondie amènerait certainement à réviser dans le détail. La seconde, surtout des règles que nous avons proposées reste très approximative. Des causes toutes momentanées, pouvant amener chez nous la pluie même au cours des mois les plus froids, tandis que dans les climats continentaux, la vigueur même du réchauffement printanier rend illusoire toute forme fondée sur les moyennes mensuelles. Aucun doute n'est cependant permis sur l'existence de cette très curieuse dysasymétrie du régime niveaumétrique par rapport à la période des plus grands froids. Nous allons retrouver cette dissymétrie tout au long de notre étude régionale. Il n'est pas rare de voir mars plus neigeux que décembre, et c'est quelquefois encore le cas d'avril. On aimerait en avancer une explication, remonter si possible jusqu'à ces types de temps, responsables de la neige, trop rapidement évoqués au cours du chapitre précédent. Il semble que la neige puisse tomber en fin de saison froide par les températures légères supérieures à 0 degré, tandis que la chose reste alors assez rare au début de l'hiver. Mais ce fait, qui n'a encore pas été correctement chiffré, ne paraît pas suffire à expliquer l'état des choses lentement décrit là-haut. Du coup, le fait que, il neige alors qu'il y a pas il neige à une température supérieure à la fin de l'hiver, alors que cette température-là, la même au début de l'hiver, ça aurait pas fait neiger. On croit voir transparaître un autre mécanisme qui serait celui-ci. En début des saisons froides, chez nous, les neiges des plus fréquentes seraient les neiges de redoux. En fin de saison, au contraire, paraissent dominer des neiges dues à l'invasion d'air polaire. Au cours de la remontée en latitude de la position moyenne des fronts qui caractérise le printemps de larges flux d'air polaire, sont en effet, après chaque famille de dépression, absorbés par un air tropical. Dès lors, les neiges de redoux ne peuvent apparaître en automne que si la température moyenne du mois se trouve déjà assez basse pour qu'un réchauffement passager n'entraîne point de la pluie. En fin de saison, au contraire, les précipitations en fin d'automne, au contraire, les précipitations neigeuses s'accompagnent le plus souvent d'un refroidissement momentané, peuvent intervenir encore au cours du mois, dont la température moyenne est déjà nettement plus positive. Il convient de tenir compte enfin du fait que l'amplitude et la variabilité de la température sont plus fortes au printemps qu'en hiver. Les régimes marginaux. Nous appelons ainsi la répartition saisonnière des neiges dans les régions situées en marge.
les grands domaines vivo-montagnards et continentaux. Région de transition où la neige n'est jamais qu'un intermède venant interrompre le cours normal des pluies, soit à titre tout à fait exceptionnel dans les régions les plus chaudes, soit avec régularité chaque hiver là où les froids sont les plus nets. Mais exceptionnel ou régulier, les chutes de neige restent en tout cas strictement limitées aux 2 ou 3 mois les plus froids de l'année. C'est probablement au fond du golfe du Mexique que la limite des neiges descend. Dans notre hémisphère, aux latitudes les plus basses, on a signalé la neige à Mobile, dans la Nouvelle-Orléans, et même à Tampico, sur la côte mexicaine, par 22 degrés latitude nord. Du coup, c'est pas 22 degrés, hein, c'est latitude nord. La limite de cette neige possible se révèle par contre en latitude sur la côte du Pacifique, s'il a neigé une fois à San Diego par 33 degrés de latitude. Du coup, c'est pas la température, je répète, hein. C'est vraiment, là, vous avez les degrés, genre l'équateur c'est 0 degré, 33 degrés c'est un peu plus haut. Mais il faisait froid, il faisait pas 33 degrés. Comme dans l'Atlantique oriental où la neige, connue aux Açores, n'a été signalée qu'à Madère que vers 800 ou 1000 mètres et serait inconnue au sud de Mogador. Sur toutes les plaines de l'ancien monde, la neige ne paraît pas dépasser le 32 degrés de latitude. Tout le domaine de la mousson se trouve être ailleurs, aux basses latitudes. D'autant plus défavorable aux chutes de neige que les précipitations s'y concentrent, on le sait, pendant la saison chaude. Si les montagnes du Tonkin connaissent le gel nocturne à partir de 1600 mètres environ, elles ignorent totalement la neige. Alors, il y a une petite parenthèse. C'est probablement au fond du golfe du Mexique que la limite des neiges descend dans notre hémisphère aux latitudes les plus basses. Les neiges sommitales des Andes sont étudiées plus loin, page 39, sur les données relatives par l'hémisphère austral reporté, pour ne pas alourdir l'exposé en fin de chapitre. Du coup, en gros, il y a un autre truc qu'ils ont rajouté après, en fin de chapitre, mais ils ne s'amusent pas à le balancer maintenant. Donc, si les montagnes du Tonkin connaissent le gel nocturne à partir de 1600 mètres environ, elles ignorent totalement la neige. Du coup, il y a une figure qu'il faut aller voir, qui est en page 40-41. Alors, nous voyons un schéma du globe, une carte de Mendeleïev, un truc comme ça, mais surtout centré sur le bas. Et on voit qu'il y a des endroits où il a neigé, et que c'est proche de l'équateur, et que c'est étonnamment proche de l'équateur finalement. Et sur ce graphique, on voit la neige aux confins des pays chauds. Limite de chute de neige normale en plaine. Du coup, il y a des lignes, mais globalement, elle s'arrête assez haut. Ensuite, chute de neige exceptionnelle en altitude. 3. Et on les voit, ça reste à peu près au Capricorne et au Cancer. Chute de neige en altitude. Le 4. C'est avant les Capricornes et les Cancers. 5. C'est principaux massifs glaciaires aux basses altitudes. Et donc il y a des massifs glaciaires, ils sont quasiment juste à l'équateur. Alors que normalement, il fait chaud. Donc, je reprends. Là où la neige doit distinguer, à notre sens, un domaine marginal méditerranéen à neige d'hiver et un domaine marginal océanique à neige de printemps. Les neiges du domaine méditerranéen se concentrent en effet avec netteté sur une période de 2 mois, 15 décembre à 15 février. À la fois parce que le froid n'est sensible que pendant un court laps de temps, et que les dépressions pluvieuses circulent alors d'est en ouest pour le détroit de Gibraltar. Jérusalem, qui doit à son altitude connaître la neige 2 hivers sur 3, et parfois en abondance, eut sa chute record à la fin de décembre 1879, 43 cm en 2 jours. Les 2 cas de neige connus à Bagdad au cours du XIXe siècle
l'ont été en janvier 1834 et en décembre 1860. À Nice, il a neigé sans arrêt du 7 au 16 janvier 1709. Et pendant le siècle présent et les siècles passés, au dire qu'un chroniqueur, on ne croit pas qu'on ait jamais vu une chose semblable. Du 2 au 12 janvier 1895, les chutes de neige exceptionnelles ont signalé à Sardaigne, dans l'Italie, du sud jusqu'à Tunis. Au matin du 6 février 1906, le sol à El Golea est couvert de 6 cm de neige. Et cette coïncidence dans une saison de l'année bien délimitée des fêtes que les contemporains ont considérées à juste titre comme exceptionnelles ne saurait être fortuite. Plus au nord, la neige apparaît une fois l'an en moyenne, et toujours au cœur de l'hiver. À Barcelone, comme à Naples, 4 fois par an, s'installe. Non. À Barcelone, comme à Naples, 4 fois par an, et toujours dans les mêmes conditions. À Bilbao, Madrid, Fiume et Salonique. Dès le relief quelque peu saillant, il vient jouer d'ailleurs un rôle déterminant. Il neige en moyenne 5 jours par an en Algérie à 600 mètres, 5 à 1200, 15 à 1200. La période neigeuse s'étend, et cela davantage vers le printemps que vers l'automne, peut atteindre 4, puis 5 mois. Mais le mois le plus neigeux reste décembre ou janvier. On s'achemine ainsi vers des nuances encore méditerranéennes du régime nivométrique déjà alpin, Torrensk, que nous retrouvons plus loin. Ce régime nivométrique bien frappé réapparaît avec un certain cachet de rudesse. Sur les rives du Pacifique, à San Francisco, une chute de loin en loin rappelle les rares chutes de Palerme ou de Corfou. À 11 degrés de latitude plus au nord Victoria, dans l'île de Vancouver, au Canada, ne perçoit guère encore de neige qu'en janvier et février. Même régime sur les collines du Hondo regardant la mer du Japon. Dans le domaine marginal océanique, la durée totale de la saison neigeuse n'excède pas non plus 3 mois. Mais on observe ici un net décalage vers le printemps. La neige tombe de janvier à mars, parfois même seulement de février à avril. C'est le régime qui règne dans les îles britanniques où il neige encore en mars 4 années sur 5. Avril peut être marqué par des chutes exceptionnelles. Avril 1891 en Devon. Et surtout, l'étonnante chute du 29 avril 1927 sur l'île de Saint Kilda. Mais le mois printanier a vu tomber quelques flocons. En 1935 aux îles de Scilly. En 1943 à l'île de Man. On voit que toutes ces neiges très tardives sont précisément localisées sur les parties les plus océaniques de l'archipel. Ce net décalage des neiges vers le printemps se retrouve sur tous les massifs montagneux, largement couverts aux influences océaniques. Sur les hautes terres du Limousin et dans les monts d'Or, avril est souvent plus neigeux que janvier. L'explication qui paraît s'imposer est que ces régions océaniques ne peuvent connaître, sauf sur des rares points très élevés, de neige de redoux. La neige y serait essentiellement apportée par des invasions d'air polaire au printemps. Notons d'ailleurs que ces vents de secteur nord ont soufflé sur une mer elle-même plus froide en mars qu'en janvier. On se rappelle l'exemple que nous avons retenu au chapitre précédent de ce type de temps neigeux. C'était une fin de mois de mars et la neige était apparue sur nos côtes du Cap Griné à la pointe Saint-Mathieu. Au Portugal, où la neige, qui n'apparaît qu'un an sur 5 à Lisbonne, recouvre chaque hiver la Sierra de Estrela. Un régime complexe apparaît. Les 2 stations de ski de ce pays, Penbas et Doulabas, et Penhas de Saude, reçoivent de la neige à 2 reprises, de la mi-novembre à la fin janvier, puis en mars et avril. Ces dernières chutes plus abondantes, en février. Les chutes font défaut et la couverture neigeuse elle-même peut se trouver compromise, jusqu'à la juxtaposition d'un maximum océanique tardif à un maximum méditerranéen précoce. Des régimes alpins, sur de vastes étendues de continents, où le froid persiste davantage que dans les régions que nous venons de passer en revue, la neige est susceptible de tomber dans 4 à 9 mois de l'année.
C'est dans les régimes de ce type, où les précipitations solides et liquides s'équilibrent grossièrement, que le jeu de la température se combine avec celui de la pluviosité, d'une façon parfois délicate à bien analyser. Là où le froid s'installe régulièrement pour une très longue période, la phrase écrite par Verret à propos du Canada central est de portrait très général. Ce sont alors des variations de l'humidité qui deviennent des facteurs prépondérants du régime nivométrique. Fréquemment, le maximum unique se dédouble avec l'allongement de la période neigeuse si l'humidité vient à faire défaut à un moment ou à un autre. Une distinction simple fait appel à la cause même de ce refroidissement prolongé. Tantôt, c'est l'altitude qui en est responsable, régime alpin, tantôt la latitude, mais régime subarctique. Celle-ci, combinée souvent à l'éloignement de la mer, régime subarctique continental. Les régimes nivométriques alpins ont été définis il y a 30 ans par Bénévent, du moins dans le cadre des Alpes françaises. On ne peut guère s'y ajouter quelques retouches relatives aux zones les plus élevées qui nous sont devenues aujourd'hui plus familières. On ne peut guère y ajouter que quelques retouches relatives aux zones les plus élevées qui nous sont devenues aujourd'hui plus familières. Il faut mettre à part les préalpes du sud, dans le reste du massif, les vallées les plus profondes, l'enneigement, déjà bien plus abondant qu'en plaine, donc ce sont des exceptions, conserve son maximum ultime des saisons froides, le froid le plus neigeux et notamment en janvier. Bourg d'Oisans, Albertville, Moustier, c'est décembre que Val-Gaudemar, Champsaur et dans le Gapençais. À Gap, le coefficient nivométrique mensuel est le plus élevé de 0,49 en janvier, mais en décembre, beaucoup plus humide, et le mois le plus neigeux malgré un coefficient moindre. Une période de 2 mois consécutifs voit tomber normalement 50 à 60% de neige annuelle, alors que les chutes possibles s'étalent sur 8 mois. D'octobre à mai, il y a donc là un régime à maximum unique de saison froide, parfois légèrement dissymétrique. Les neiges se concentrant parfois du 15 décembre au 15 février, mais toujours vigoureusement frappées. Ce maximum est suivi d'une saison confuse où la neige ne s'efface que lentement devant le retour des pluies. Là où l'altitude impose un hiver plus long, le coefficient nivométrique reste assez longtemps voisin de l'unité pour que la variation soit négligeable et qu'il faille tenir compte surtout des variations saisonnières de l'humidité. Dans un secteur où dominent encore les influences méditerranéennes, Torrens, 1500 mètres, le maximum se centre au février et décembre ne vient qu'au 4e rang. Figure 4. Régime nivométrique alpin. Donc c'est un graphe. Et on voit que il y a des mois, mais j'arrive pas à lire ce que c'est. Bref. Hauteur de la neige en millimètres. Tirelais. Bourdolsan, altitude 720 mètres. Très-plein, La Bertrade, altitude 1720 mètres. Donc, à 720 mètres, il y a un peu de neige, 400 mm au maximum. Et ensuite, y a les mois, c'est embêtant parce que... Ah si, ok, d'abord. Juillet, août, à septembre, la neige commence à arriver. Octobre, ça monte. Et ça monte jusque janvier. À janvier, il y a un pic pour le Bourg d'Oisans, du coup le plus petit en tiré. Alors que pour le truc en très plein, la Bérarde, on obtient un pic en mars. Ce qui est logique. Et ensuite ça redescend. Donc c'est juste là. Et on obtient jusqu'à 1000 mm de neige. 1 mètre de neige, c'est pas mal. Plus au nord, les influences continentales imposent au contraire un minimum marqué au cœur de l'hiver, tandis que le printemps devient, là où l'altitude permet une saison neigeuse, la comparaison classique des régimes nivométriques de Bourg d'Oisans et de la Bérarde, Bénévent.
ou de Saint-Firmin et de Navette, en Valgaudemar, Parde, il fait bien de comprendre le processus de déroulement il fait bien de comprendre le processus de dédoublement du maximum pluviométrique introduit par l'altitude. Il fait bien de comprendre le volume pluviométrique dans l'altitude A de ces massifs en hiver, relativement sec. À Navette, 1300 mètres, février n'accuse ainsi qu'une lame de fusion de 53 mm, contre 73 en décembre et 67 en mars. Vers 1800 mètres, à la Bérarde, comme au Val d'Isère, mars est plus neigeux que décembre. Ces 2 mois encadrant un minimum relatif très net en janvier et février. Plus haut encore, ce minimum relatif de saison froide dépasse de 2 mois à 3, voire 4, au col du Saint-Bernard, du Grand Saint-Bernard, 2476 mètres tout de même. Les mois les plus neigeux sont devenus novembre à avril. Et mai lui-même ne cède à avril que de peu. Bénévent estime que ces 2 mois pendant lesquels le massif fameux de la Meije reçoit plus de neige sont en juin et octobre. Et comme le mois d'août est, à Chamonix, le mois le plus pluvieux de l'année, nous n'avons aucune raison de ne pas en déduire que ce même mois d'août ne soit pas au sommet du Mont Blanc le plus neigeux de l'année. Les régimes continentaux. Un type de transition entre le régime océanique que nous avons déjà rencontré est celui des régions proprement continentales, qui nous est fourni par la façade occidentale des continents baignés. Comme on le sait, par des courants froids, ceux-ci accusent la rudesse des givraires et prolongent vers le printemps une saison neigeuse dont la pointe reste localisée en janvier. Les chutes de neige commencent en novembre à Terre-Neuve et dans les maritimes canadiennes, dès octobre dans le pays du Saint-Laurent et les Grands Lacs. Ces dernières précipitations solides se trouvent séparées d'un été maussade par un automne sec dont la beauté est, au Canada, légendaire. Nous retrouvons donc ici, avec une nuance de rudesse accentuée, un régime de maxima unique d'origine thermique. Le mois le plus froid étant, comme dans les Alpes au niveau inférieur, le mois le plus neigeux. Mais nous y retrouvons aussi les neiges au printemps, propres à tous les pays atlantiques. Mars est le plus neigeux à Montréal et Québec. Mars est plus neigeux à Montréal et Québec que novembre. Avril l'emportant encore sur octobre. À l'occasion, il ne peut neiger encore avril à Washington, à la latitude de Palerme, à 10 000 km de là, sur une façade continentale d'orientation analogue et baignée, elle aussi par un courant froid, nous retrouvons un régime nivométrique tout semblable de Sakhaline au Kamtchatka. En Europe, les premières influences de l'anticyclone continental sur le régime nivométrique apparaissent dès la Lorraine. En ce sens que février y est en général moins dangereux que décembre, quoique sensible plus froid à Godard, quoique sensiblement plus froid. En ce sens que février y est en général moins neigeux que décembre, quoique sensiblement plus froid, Godard. En Russie, ou sauf en Crimée, le régime pluviométrique affirme sa continentalité en opposant un maximum d'été à un minimum d'hiver. Février se trouve être partout un mois sec. Il est encadré d'une période fortement neigeuse en décembre et en janvier, et en mars-avril, d'une période plus humide. Elle aussi, mais où les précipitations liquides font leur réapparition au détriment de la neige, le coefficient nivométrique tombe en effet en avril à 40 sur la Haute-Volga, à 20 à Leningrad. À Kiev, une moyenne mensuelle de 6 à 9 degrés en avril fait déjà de la neige. Pour ce mois, un accident
C'est à ce réchauffement précoce que la Russie d'Europe doit se conserver un régime nivométrique au maximum unique de janvier maximum. Doit, se doit, non, que la Russie d'Europe doit de conserver un régime nivométrique à maximum unique de janvier, maximum qui glisse en décembre dans le bassin de la Volga. Nous appellerons l'ensemble de ces régimes continentaux de transition. Aux latitudes plus élevées, ou plus avant au cœur des masses continentales, l'hiver devient plus long en même temps que plus sec. En raison même de la persistance d'un régime anticyclonal dû aux basses températures, en raison même de la persistance d'un régime anticyclonal dû aux basses températures. Dès lors, le mois de février, et souvent celui de janvier, deviennent plus pauvres en neige que décembre ou mars. On se trouve donc ici en présence d'un régime à double maxima d'automne et de printemps dont le mécanisme rappelle celui qui joue aux étages alpins supérieurs. Ce sera là notre régime continental franc. En fait, la réalité ne se plie pas toujours avec rigueur à ce schéma. C'est dans les couches insensibles que l'on passe du régime précédent à celui-ci. En URSS, le second maximum apparaît se déduire bien souvent à un simple palier qui se prolonge. Au-delà de l'Oural jusqu'en avril, au Canada, le maximum de décembre l'emporte très généralement. Celui de mars, ce dernier mois tirant moins en fait son importance d'une nivosité réellement exceptionnelle que la pénurie de février-avril qui l'encadre, le régime paraît mieux équilibré dans une zone méditerranéenne allant de Winnipeg aux rives continentales de la baie d'Hudson, Port Nelson, Churchill. Plus au nord, Chesterfield, le creux hivernal y est si marqué que les 2 mois les plus neigeux sont décembre et avril. Dans chaque continent, ce doux régime à double maximal persiste jusqu'aux plus hautes latitudes. Toutefois, les caractères nouveaux apparaissent aux abords de l'océan glacial, contrastant avec la médiocrité toujours plus marquée du total annuel des chutes. L'allongement extrême de la période neigeuse, qui peut atteindre ici 10 mois, nous fait ranger ce régime arctique parmi les régimes hyperneigeux, dont il sera question dans le paragraphe suivant. D'une autre forme aberrante de ces régimes nivométriques continentaux nous est fournie par les régions d'Asie centrale. L'hiver très froid est ici si sec qu'il ne peut guère être question de neige. 12 jours de neige en moyenne par an à Tsadheim, 3 à Liukchum, Han, 7 à Saha, Tsibikov. Chute éparse de décembre à avril, tandis que les pluies se concentrent de fin mai à mi-septembre. Les régimes hyperneigeux. Nous rappellerons ainsi ceux pour lesquels un froid assez soutenu permet aux précipitations de s'effectuer à 10 ou 12 mois par an sous forme solide. Dès lors, sauf une légère échancrure, introduite dans le graphique d'été, dans l'apparition de plusieurs alternances avec la neige, le régime nivométrique sera finalement calqué sur le régime pluviométrique. Et ce seront les lois générales régissant les précipitations atmosphériques qui continueront de régir les précipitations devenues ici presque exclusivement solides. Nous avons déjà noté, à propos du Mont Blanc, qu'il n'était nullement paradoxal de parler dans certains cas de régime nivométrique à maximum d'été. Dans les zones chaudes et tempérées, une altitude considérable permet seule, évidemment, de l'abaissement de la température qui permettra à la neige de tomber toute l'année. Pour ces raisons mêmes, on manque de données un peu précises sur ces régimes. Les massifs équatoriaux, Andes, Kenya, peuvent recevoir de la neige toute l'année 500 mètres à peine au-dessus du niveau que l'on pouvait observer les premiers flocons. Conditions, comme on le voit, très différentes de celles des Alpes. Pour celle-ci, il faut s'élever à quelques 3300 mètres pour voir la plus réduite à l'état d'exception. Le régime nivométrique qui prévaut dès alors accuse, à Ouazan, les 2 maxima et les 2 minima sont en règle, pour les pluies, dans la majeure partie de notre pays.
Tandis qu'à partir du Mont Blanc doit s'établir un maximum unique d'été. Dans l'Himalaya, le temps se couvre chaque après-midi en mai pour apporter vers 6000 mètres 30 cm de neige fraîche. Au début du printemps, au début de juin à la mi-août, à la mousson en déverse sans arrêt des quantités énormes. Ici encore, le régime des chutes de neige reproduit ici trait pour trait le régime des précipitations liquides dans le plat pays. Les choses sont plus complexes à haute latitude. Les climatologues opposent en effet, avec raison, les régions arctiques océaniques avec les régions arctiques continentales. Le Svalbard, Spitsberg, fournit un bon type des premières. Les moyennes mensuelles de température n'y dépassant pas 6 degrés, même en juillet-août. La neige reste possible tous les mois, sans pouvoir être jamais très abondante. Elle est la forme dominante des précipitations pendant 9 ou 10 mois. La forme quasi exclusive de fin novembre à mars, le mois le plus neigeux paraît être de peu février. L'Islande connaît une réplique très attiédie de ce régime, du coup comme tiédir, le tiède. Les précipitations solides ne tombent guère à Reykjavik que de la fin octobre à la début avril, et la pluie pouvant faire sa réapparition jusqu'en plein hiver par type de temps très doux. Il faut s'élever jusqu'à 400 mètres d'altitude pour voir le coefficient niveaumétrique dépasser 80 en janvier et février. Il en va tout autrement pour les bordures tactiques du continent. À Mould Bay, île du Prince Patrick, 76,14 degrés de latitude nord, la moitié ou presque des précipitations tombent sous forme de pluie pendant les 2 mois d'été. Il n'est pas question, par contre, le retour offensif pluvieux au cours de l'hiver. Il n'est pas question, par contre, de retour offensif pluvieux au cours de l'hiver. Figure 6. Régime pluviométrique arctique. Nombre de jours de neige. Nombre de jours de neige par mois en Arctique. À Nottingham Island, Canada, 60 degrés de latitude nord. D'après Veilleret. Alors, on observe, en septembre, ça commence à monter la pluie. En novembre, il y a le maximum de la pluie. Ça redescend à janvier jusqu'à mars. Genre, il y a 5 jours de pluie. Et il y en a 15 à novembre. Hein. Et ensuite, ça remonte à 10 jours de pluie en avril. Et ensuite, ça redescend. La neige tombe de septembre à juin. Les mois les plus neigeux étant précisément juin et septembre, qui bordent immédiatement la saison pluvieuse. Au détroit de Simpson, terre de Baffin, les 2 mois les plus neigeux sont octobre et mai. L'affinité est étroite de ces 2 régimes avec celui des régions continentales de latitude plus modérée. Ici comme ça d'ailleurs, les totaux annuels de neige restent modestes, vu de la figure 6, parce que ça change pas beaucoup, genre c'est pas très haut de janvier à mars, c'est pour ça qu'on dit ça. Les nombreux exemples qui précèdent empruntent à des régions très diverses, montrent la complexité des régimes niveaumétriques et l'intérêt qui s'attache. Retenons que des précipitations neigeuses abondantes en telle ou telle saison impliquent à la fois une humidité susceptible de se condenser et un froid suffisant pour que les précipitations se fassent sous forme de neige. L'un sans l'autre n'est rien. L'août est, nous l'avons vu, le mois le plus neigeux de l'année au sommet du Mont Blanc. À Verkhoyansk, par contre, une tradition fondée sur les manuels scolaires fait de ce lieu le plus froid de la Terre. On ne verra jamais de neige en juillet. Logique. L'hémisphère sud. Théoriquement, nous devrions retrouver dans l'hémisphère sud, par symétrie par rapport à l'équateur, tous les régimes pluviométriques que nous avons rencontrés dans l'hémisphère nord. En fait, nous avons de nombreuses raisons de ne pas nous attarder à ce domaine. Les terres australes sont moins étendues que celles de notre hémisphère. Sauf que dans les Andes et la Nouvelle-Zélande, elles sont moins riches et hauts massifs. Elles sont moins riches en hauts massifs.
à l'exception de l'Antarctique. Elle reste confinée aux basses et aux moyennes latitudes, confinées en Amérique du Sud. Les basses terres apparaissent ignorer totalement la neige jusqu'à la Plata. À ignorer totalement la neige jusqu'à la Plata. À Condoba, la neige est encore aussi exceptionnelle qu'à Lisbonne. C'est l'altitude qui, au nord de la Plata, lui permet une apparition très timide. On l'a signalé occasionnellement au Brésil, à Outro Preto, 20 degrés de latitude sud, et à Curitiba, 25 degrés de latitude sud, par des altitudes de 900 à 1000 mètres. En Argentine, elle fait peu ou prou son apparition à Mendoza, au pied des Andes à 785 mètres. Sur la côte pacifique, on ne trouve pas avant Valdivia, par 40 degrés de latitude sud. À cet égard, la côte australienne, qui a vu des neiges extrêmes atteindre 32 degrés de latitude sud, est donc relativement plus riche. Les précipitations neigeuses deviennent courantes dans les parties montagneuses. Les parties montagneuses. Les Nouvelles-Galles du Sud, en Afrique australe, on signale en moyenne 3 ou 4 chutes par an, vers 1000 mètres d'altitude. Dans tous les cas, il s'agit de neige d'hiver, juillet-août. L'altitude peut s'étendre la saison neigeuse sur plusieurs mois, mais ne perturbe pas le régime maximum unique. Le caractère très océanique de l'hémisphère austral impose par ailleurs à son enneigement des traits fort originaux. Le passage du domaine des neiges rares à celui des neiges surabondantes ne se fait nulle part plus brutalement. À Rio Gallegos, 50 degrés de latitude sud, la neige n'est réellement abondante, à part les francs, qu'au cours des seuls mois de juillet. À Cap Horn, à 600 km seulement plus au sud, elle est susceptible de tomber pendant tous les mois de l'année, sans constituer d'ailleurs pour aucun d'entre eux la forme dominante des précipitations. 11 jours de neige au cours du trimestre d'été, sur un total de 80 pour l'année, avec par ailleurs 206 jours de pluie au Cap Horn, et plus précisément à Han. Et régime analogue, avec plus de rudesse, peut-être au Kerguelen, aux Falklands. Par contre, on pourrait compter sur un été 2 mois sans neige. Pour tous ces lieux, ces données de base doivent être affectées du facteur relief. Donc, régime surprenant dont on recherchait en vain l'équivalent de notre hémisphère, mais qui s'explique aisément dans des régions hyperocéaniques à très faible amplitude de température. L'opposition n'est pas moins brutale en altitude. Les Alpes australiennes peuvent, dès 1500 mètres, recevoir de la neige en toute saison, au-dessus d'Evangelistas, détroit de Magellan, qui ne compte encore que 27 jours de neige par an. On voit la pluie disparaître vers 1200 mètres d'altitude, à l'inverse des régions continentales où nous avions vu se multiplier les nuances du régime nivométrique. Nous voyons ici un régime sommital hyper neigeux se superposer sans transition à des régimes de base de neige encore exceptionnels. Plus précisément, la transition n'apparaît pas sur les régimes fondés sur des moyennes, mais relève sur la variabilité du phénomène. Une telle zone d'altitude où la neige tombera en abondance une année sur 10 ou sur 20 ne connaîtra le restant du temps que de la pluie. La variabilité des régimes. Ce dernier trait que nous venons de signaler nous amène en effet à une considération fondamentale. N'oublions pas que la large tour d'horizon que nous avons fait des régimes nivométriques repose sur la considération des moyennes. On sait combien celles-ci sont peu aptes en fait à synthétiser tous les aspects selon tous les aspects d'un climat toujours plus ou moins variable. Selon une boutade fameuse de Bénévent, l'année moyenne est précisément celle qui ne se réalise jamais. On voudrait serrer la réalité de plus près. Phénomène complexe, la neige se trouve affectée à une variabilité elle aussi complexe. Une formule d'indication bien pauvre encore, en disant qu'une année est anormalement plus neigeuse. Tantôt, en effet, l'insuffisance de neige peut provenir d'une tendance à la sécheresse. Tantôt, elle peut résulter d'un relèvement de la température qui subsiste à la neige de la pluie.
Le premier mécanisme de variabilité affecte surtout ce que nous avons appelé des régimes hyperneigeux de l'Arctique, aux sommets équatoriaux. P. Veilleret a réussi là-dessus quelques notations précieuses. À Dawson City, les précipitations peuvent être chaque mois d'hiver sauf décembre et janvier, tombées à moins de 2 mm. À Edmonton, tous les mois de l'hiver sauf décembre sont susceptibles d'être totalement secs, c'est-à-dire totalement dépourvus de neige. Dans l'Inde, un retard ou une pauvreté insinuée de la mousson entraîne dans l'Himalaya un retard ou une pauvreté de l'enneigement. L'altitude ne paraît devoir toutefois introduire une certaine réduction de ces écarts mensuels. Le second mécanisme de variabilité apparaît surtout au début et aux fins de régions neigeuses. Les chutes de neige peuvent ainsi varier à Montréal, de 19 à 106 mètres en décembre, de 30 à 103 cm en janvier. Dans toutes nos montagnes françaises, les skieurs se plaignent souvent d'une neige insuffisante. À Noël, dans les régimes marginaux, cette insuffisance peut s'étendre à tout l'hiver. Sur la côte de la Colombie-Britannique, tous les mois peuvent compter une année ou l'autre. Dépourvu de neige, il en va de même dans les provinces maritimes où l'humidité ne manque certes pas, mais où le froid peut faire défaut et la pluie remplacer la neige. Donc c'est-à-dire... il y a des exceptions, du coup c'est toujours la merde parce que c'est galère de retrouver les moyennes concrètes parce que les moyennes, t'as pas une année où il y a la moyenne. Ça n'existe pas. En tout cas en termes de probabilistique. Hein. Du coup, encore un truc. Encore deux trucs. Bon, il y a une longue... plus précisément, la transition n'apparaît pas sur le régime fondé sur les moyennes, mais relève sur la variabilité du phénomène. Telle zone d'altitude où la neige tombera en abondance une année sur 10 ou sur 20 ne connaîtra en restant du temps que de la pluie. C'est déjà le cas dans notre hémisphère. De pays océaniques comme l'Irlande. Du coup, des fois, il n'y a pas de neige, il y a juste de la pluie. Alors, ici, nous arrivons au chapitre 2. Donc, je vais mettre mon petit post-it et je vais vous reciter tous les graphiques parce que j'ai envie. Enfin, j'ai pas très envie, mais j'ai envie. Donc, la figure 6, c'est le régime nivométrique arctique, du coup, avec le nombre de jours de neige. À Nottingham Island, il y en a 15 en novembre, ensuite ça descend à 5 et puis ça remonte à 10 en avril. Logique. Ensuite, la figure 5, c'est la neige dans les pays chauds. Alors, il neige dans des trucs très hauts à l'équateur, mais sinon, ça reste globalement au... Oh, comment on dit? Je sais plus. Au Capricorne et au Cancer. Ça reste cantonné là-bas. Peu importe ce qui se passe, à part pour les trucs qui sont très hauts. Même les exceptions, elles se bloquent genre à 20 degrés de l'altitude. Ce qui est quand même pas mal de kilomètres. Et 20 degrés de latitude, hein, pas de degrés Celsius. Ensuite, schéma d'avant. Figure 4, régime nivométrique alpin. Hauteur de la neige en millimètres. Tireté. Bourdoisan. Altitude 720 mètres. Du coup, à 720 mètres, ça monte à 400 mm en janvier. Et sinon, c'est très progressif, quoi. Et ensuite, pour la Bérarde, à 1720 mètres, ça monte à 800, puis ça descend, puis ça remonte à 1000 en avril. En mars. Du coup, ça monte à 800 en décembre, et ça descend, et ça remonte en mars à 1000. Suivant. Est-ce qu'il y a encore un graphe avant? Je crois. Ok, il n'y a pas de truc avant. Donc, bonne suite de lecture, même si personne ne va lire ça, mais je m'en fous. Bonne journée, bon courage. Je vous apprécie d'avoir fait ça. Et au revoir.